Merci Françoise Gatel. Merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue d'Ille-et-Vilaine, membre du groupe Union Centriste, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. On va longuement parler des collectivités, des finances et de votre texte sur la médecine scolaire. Mais d'abord, un mot sur l'actualité. Ce matin au Sénat, c'est le vote sur le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Ça a été mis à l'ordre du jour par les communistes. On l'a entendu dans le journal, il y a des divisions dans la majorité sénatoriale entre les LR et les centristes. Est-ce que vous voterez la ratification de ce traité ? Là, à l'heure à laquelle on est, je pense que j'émettrai un avis favorable ou je m'abstiendrai. Je sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a deux choses. La première, c'est que notre agriculture, elle ne peut pas prospérer sans accords internationaux. C'est-à-dire, si on refuse des accords avec des pays étrangers, ça nous pose un problème pour nos propres exportations. Donc, il faut qu'on soit un peu sérieux. Deuxièmement, je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de conjoncture météorologique électorale avec les européennes, ce qui amène des alliances, les alliances que l'on voit. Entre donc, les communistes et les LR Aujourd'hui, c'est ça, mais sans doute parce qu'ils ont de fortes convictions. Mais une fois qu'on s'est opposé à ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour nos agriculteurs? Donc moi, je pense qu'il faut prendre ça. C'est-à-dire que les LR, ils font de la politique pour vous? Enfin là, aujourd'hui, il y a on ne peut pas ne pas penser qu'il y a un contexte d'élection européenne où chacun essaie d'être un peu visible et donc ce qui se passe est teinté de climat électoral. Puis après, je vois bien que ça dépend des territoires et de leur production. Quand vous êtes viticulteur, l'accord avec le CETA, c'est pas mal. Si vous êtes éleveur, c'est peut-être une terre d'élevage, c'est peut-être un peu plus changeant. Donc moi, je vais écouter les débats, mais a priori, je pense que on ne peut rien faire sans, on peut rien faire sans accord. Il y en a d'autres qui seraient sans doute sur lesquels j'aurais plus d'interrogations, j'imagine. On va parler des finances des collectivités et le dossier est chargé. Alors on a vu hier une mauvaise nouvelle concernant le déficit qui sera plus élevé que prévu. Il était prévu à 4,9, là ce sera 5,5 ou 5,6. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura forcément un rabot sur les finances des collectivités selon vous ? Alors moi, je ne lis pas dans le mar de café, encore moins dans celui de Monsieur le maire, mais on peut imaginer et penser que ce déficit qui est grave et très préoccupant, qui peut... Enfin, je veux dire, personne n'est indifférent et n'a une humeur légère avec ça, qu'à un moment, dans ce tourment budgétaire, les collectivités soient un peu impactées, on peut le supposer, faire de raison magique. Je dis, maintenant... si on peut être très intelligent dans une situation comme ça, c'est-à-dire au lieu de faire du rabot comme on a connu sous les socialistes à 30 et 40%, ça ne se discute pas, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut se parler et avoir une dépense intelligente? Je veux dire, 1 euro qui est inutile, c'est toujours 1 euro de trop. Je pense qu'à côté des dotations, il y a aussi le coût des normes et des dépenses obligatoires. Entre 2017 et 2022, c'est à peu près 2,5 milliards de dépenses supplémentaires liées à des normes. On peut peut-être être plus frugal dans la norme, ce qui ferait qu'on diminuerait nos dépenses d'une manière intelligente, puisque la norme, elle est nécessaire, mais des fois, elle est tellement excessive que vous dépensez de l'argent pour ne pas agir, enfin quand même. Et ce sera suffisant parce que sans lire dans le mar de café, Bruno Le Maire, quand il est auditionné devant le Sénat il y a quelques jours, il a été assez clair. Il dit il n'y a pas d'un côté le méchant État et de l'autre les gentilles collectivités. En clair, tout le monde doit contribuer à l'effort. Oui, mais nous on est bien d'accord là-dessus. Je rappelle juste que les collectivités ont un budget de fonctionnement équilibré. Voilà, c'est-à-dire on n'emprunte pas pour nos dépenses de fonctionnement, donc voilà, déjà c'est une chose. Qu'ensuite, il faut... les collectivités sont aussi prestataires pour l'État. Donc il faut que l'État et la loi ici soit frugale dans les demandes que l'on fait aux collectivités, parce qu'il y a quand même une masse de dépenses, ce qu'on appelle des charges fixes, avec les charges de personnel, un certain nombre de contributions. Donc moi je pense qu'au lieu d'être, vous voyez, saignant en disant, bon voilà... on prend la hache, on vous enlève, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut en même temps essayer d'être intelligent, parce que les crises, elles obligent à aller chercher des solutions. Et parfois, alors c'est jamais sympa, mais parfois on peut gagner sur certains sujets. Donc voilà. Et puis, le comité des finances locales que préside M. Léniel est aussi censé
nous proposer un peu d'innovation et d'évolution, parce que M. Woerth, parallèlement à ce qui se passe là aujourd'hui en Tenté, Éric Woerth, qui a été chargé de mission par le président, il doit proposer une réforme des finances locales, on va dire. Mais on les trouve où, les économies? Est-ce que, par exemple, vous craignez que le gouvernement ne rembourse plus à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation aux communes, par exemple? Ah ben là, ça va quand même être un sujet. Et puis, vous voyez, ce qu'il faut en plus, c'est donner de la lisibilité, de la visibilité. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une vision à 3 ans. Parce qu'on ne peut pas avoir des à-coups qui font dans une collectivité. Aujourd'hui, vous avez un projet de construction d'école. L'école, elle va démarrer dans 3 ans. Si vous, dans 3 ans, au moment où vous démarrez, vous lancez vos marchés, le contexte financier n'est pas le même que celui du moment où vous avez le projet. Ça ne peut pas le faire. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut discuter d'une manière responsable. Voilà. Ceci dit, les collectivités... Mais est-ce qu'il faut créer un nouvel impôt local? Parce que la suppression de la taxe d'habitation, ça a entraîné un levier fiscal en moins pour les collectivités. Est-ce qu'il faut créer un nouvel impôt local pour compenser ça? Sur l'impôt local, moi, je pense que si le citoyen il a une contribution, ça le responsabilise et on fait aussi communauté. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'augmenter les franchises médicales. Moi, j'y suis favorable, parce que, je veux dire, sincèrement, c'est plafonné. Il faut bien qu'à un moment que tout ça soit contribué. Puis, on ne connaît plus la valeur des choses, même s'il y a des gens qui sont en situation précaire, et il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite une collectivité, qui utilise l'école, la médiathèque, l'éclairage public, et qui ne paye rien, il n'a pas le sens de la chose. Ça ne génère pas, vous voyez, de respect, parce que tout est gratuit. Donc, moi, je vous avoue qu'il faut redonner, en tout cas, aux collectivités un pouvoir de taux. Ça les responsabilise aussi. Est-ce qu'il faut aussi ouvrir le débat sur la suppression d'échelons? Bruno Le Maire, il a un peu ouvert devant le Sénat en posant la question des strates et de l'empilement de strates. Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir ce débat? Est-ce qu'il y a des strates à supprimer? On peut ouvrir tous les débats. Moi, j'ai pas de dogme en disant regardons. En même temps, il faut qu'on se rappelle ce qui s'est passé quand on a fait des très grandes régions. Diminuons les régions, on va gagner de l'argent. 15 milliards, nous disaient les ministres. Moi, j'attends la preuve de ces 15 milliards. Je pense, vous voyez, c'est supprimer un échelon. Ça ne va pas supprimer les fonctions que l'échelon doit faire. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui va devoir faire. Par contre, je pense qu'il faut balayer toutes les dépenses que l'on a, y compris dans les collectivités, en disant, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que l'argent, on peut mieux le dépenser? Et puis, à un moment, on va être frugal, les collectivités l'ont fait, mais vous ne pouvez pas les mettre à l'os, parce que ce qu'elles font... il n'y a plus de collectivités ultra dépensières, enfin, vous voyez, qui font des dépenses effrayantes, quoi. Et puis, sans doute qu'il faut mutualiser. Quand on fait une grande salle de sport, on peut peut-être la faire à plusieurs. Il faut qu'on se réinterroge. Mais, je veux dire, les collectivités, elles n'ont pas aujourd'hui de marge de manœuvre aussi conséquente que ça. En tout cas, certaines peut-être, mais pas toutes. Il y a Éric Woerth qui travaille sur une mission sur la décentralisation. Vous nous en avez parlé. Vous travaillez évidemment avec lui. Est-ce que pour vous, il va dans la bonne direction? Oui, je trouve. Je trouve qu'il écoute, il réfléchit, il connaît les collectivités locales, il connaît ce qu'on a à faire et en même temps, il a été ministre, il est député. Donc voilà, je pense qu'il a le spectre. Il y aura une vraie loi décentralisation d'ici à la fin de l'année, comme l'a promis Gabriel Attal? Ah ben ça, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il faut. Et justement, vous voyez, on fait le lien avec les finances. On a, je pense, parfois des choses qui sont décidées et faites à Paris, qui coûtent cher, au sens où je pense qu'en proximité, vous arrivez souvent sur des choses à avoir plus d'efficacité et un coût qui est optimisé. Et puis, enfin, franchement, je veux dire, est-ce qu'on va continuer à décider à Paris du plafond d'Airbnb, enfin des nuits d'Airbnb est-ce qu'on va... Mais vous croyez une vraie loi de décentralisation? Parce qu'elle est promise depuis 2017, on a eu la loi 3DS... Je serais pas sénatrice si j'y croyais pas. On a eu la loi 3DS qui n'en était pas une, hein, ce que les élus ont reconnu, ce que les sénateurs ont reconnu. Est-ce que là, vous pensez qu'Emmanuel Macron est prêt à vraiment décentraliser? Est-ce qu'au fond, c'est vraiment un décentralisateur?
Ben moi, je sais pas, je suis pas son psychanalyste. Hein. Bon, moi, je pense qu'on a vu, engagement et proximité avec lui. Il est venu corriger des irritants. On a vu 3DS. Alors tout ça, c'était d'une timidité excessive. Mais enfin, une fois que nous, on a un pied dans la porte, il faut qu'on y aille. En tout cas, nous, au Sénat, on pousse ça. Et pas juste pour embêter le monde. C'est parce que, sincèrement, enfin, moi, je pense que l'État et le gouvernement, c'est comme des associés dans une entreprise. Bon, il faut laisser le meilleur niveau le faire. Et l'État ne peut pas s'occuper de tout, ça lui coûte cher, c'est pas forcément efficace. Il faut qu'il se détende et qu'il donne aux collectivités ce qu'elles savent faire de très bien. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit tout le temps. Alors, on va parler de votre texte, puisqu'il a été voté hier par le Sénat pour expérimenter le transfert de la compétence médecine scolaire au département. On va voir les explications et les temps forts de la séance avec Audrey Buetaz. Bonjour Audrey. Bonjour Madame Gatel. Bonjour. Et Audrey, le Sénat a adopté hier dans le cadre d'une niche du groupe centriste votre proposition de loi, Françoise Gatel, sur la médecine scolaire. Son but, transférer dans le cadre d'un test la compétence de l'État au département qui serait volontaire. Oui, une proposition de loi qui part d'un constat alarmant. Quelques chiffres pour vous donner une idée. En France, 45% des postes de médecins scolaires sont vacants. Un chiffre qui monte même à 79% dans l'académie de Créteil. Autre exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a un médecin scolaire pour 47 000 élèves. Conséquence, seul un enfant sur 5 réalise la visite médicale qui est pourtant obligatoire à 6 ans quand on est en CP. Et ils ne sont que 4%, tenez-vous bien, dans le privé. Pourtant, ce sont des visites importantes pour lutter contre les inégalités sociales, détecter le plus tôt possible les problèmes de violence intrafamiliale, d'obésité ou encore de santé mentale, Oriane. Et alors, que suggère le texte de Françoise Gatel? De changer d'échelon. Pour l'instant, tout est piloté au niveau de l'État, au niveau de l'éducation nationale. L'idée, c'est de permettre aux départements qui seraient volontaires, il y en a 19 pour l'instant, d'en prendre la charge pendant une phase de test de 5 ans, ponctuée de 2 évaluations, à voir ensuite si on continue ou si on arrête. Vous estimez notamment qu'il y a une cohérence, car les départements sont déjà responsables de l'aide sociale à l'enfance et du suivi des enfants de 0 à 6 ans. C'est aussi l'avis de vos collègues centristes. Écoutez. Au vu du diagnostic qui a été partagé sur tous les bancs d'une catastrophe politique en matière de médecine scolaire, on ne peut pas faire pire, Madame la Ministre. Donc osons, faisons en sorte d'expérimenter, laissons expérimenter les 19 départements qui le souhaitent, et puis nous verrons, nous évaluerons, mais ne partez pas avec des a priori, Madame la Ministre. Faites confiance au territoire, faites confiance aux collectivités locales, faites confiance au savoir-faire de nos collectivités. Je vous remercie. Faire confiance, mais la ministre n'était pas du tout de votre avis, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, qui a listé un bon nombre de réserves qu'elle émet à cette proposition, et j'en ai listé quelques-unes. Un tel transfert présente tout d'abord un risque de complexité dans la répartition des compétences en matière d'éducation entre, d'une part, l'État et les collectivités, mais aussi, d'autre part, entre les différents échelons de collectivités entre eux. De plus, nous continuons de penser que la politique de médecine scolaire doit être portée au niveau national afin de garantir une forme d'égalité partout sur le territoire entre les élèves en matière de santé. Ne voyez aucun réflexe centralisateur de notre part, ni de remise en cause de la capacité de gestion des départements. Alors une question, Madame Gatel, est-ce qu'il y a un réflexe centralisateur et anti-décentralisateur du gouvernement? Non, je ne sais pas. Je pense que Nicole Belloubet, elle vient d'arriver. La question lui arrive un peu rapidement. Donc on voit bien qu'il y a des réponses... voilà, enfin j'appelle ça des réponses de cabinet, quoi. Toutes faites, quoi. Et puis qu'en plus, il y a la mission d'Éric Woerth. Elle en a parlé d'ailleurs, en disant on ne va pas trop s'avancer, il y a cette mission, on ne va pas marcher sur les plates-bandes d'Éric Woerth. Voilà, bon, Nicole Belloubet, je pense que c'est une femme que moi je respecte beaucoup, et puis je pense qu'elle porte bien la cause de l'éducation. Mais quand elle nous dit, vous comprenez, si on donne au département, ça va être inégalitaire, excusez-moi du peu, mais quand aujourd'hui il y a 18% des visites qui sont faites, quand dans l'Indre, vous n'aviez pas en 2022 seul médecin scolaire, ça a beau être fait par l'État, c'est quand même pas très égalitaire, quoi. Et puis alors cette histoire de ça va être très compliqué, parce que vous comprenez, la PMI des départements va devoir travailler avec les régions. Aujourd'hui, les départements avec leurs services de protection infantile, ils vont déjà dans les écoles, parce que depuis que l'école est obligatoire à 3 ans,
c'est les départements qui font les visites, les visites du plus petit âge. Et donc, ce sont les départements qui vont dans les écoles et il y a des médecins scolaires, donc zéro problème. Alors, la ministre... Donc, elle revoit le dossier, quoi, c'est ce que vous nous dites. On peut lui refaire une explication, mais moi, je ne suis pas sûre que la chose, elle ne va pas avancer. Parce qu'en plus, les départements volontaires, moi, quand on me dit en plus départements, pas d'argent, mais je dis, ceux qui veulent, ils font. Puis quand même, on a dit, nous, on donne 1 an au département et à l'État pour discuter. Si le département et l'État ne sont pas d'accord sur les moyens, le département, il n'y va pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se contenter de dire ah ben il n'y a que 18% de visites, donc on ne bouge pas. Et puis il n'y a pas de médecin. Bah oui, mais il n'y en aura pas non plus demain matin. Donc en attendant, comment on s'occupe des enfants, alors qu'on sait bien à l'école, on a de plus en plus d'enfants avec des troubles. La ministre, elle n'était pas seule hier à émettre des réserves. Il y en avait aussi parmi vos collègues socialistes et communistes qui ont craint hier une rupture d'égalité en fonction des moyens des différents départements. Je vous propose d'écouter Céline Brulin du groupe communiste qui parle d'un cadeau empoisonné. Devront-ils recruter durant l'expérimentation? Comment le pourront-ils dans la situation financière qu'une majorité d'entre eux connaît? La responsabilité d'assumer ces visites que la loi exige reviendrait donc aux départements. Mais vous le savez, les départements peinent eux-mêmes déjà à recruter des médecins de PMI. Certains parce qu'ils sont asphyxiés financièrement, d'autres peut-être moins contraints financièrement en raison du manque d'attractivité, notamment salariale. Alors, question, comment on fait pour que les financements alloués à ces compétences arrivent bien au département? Bon, alors, moi, j'entends le propos, mais à ce moment-là, on ne fait rien du tout, d'accord? On se dit, on ne va rien faire, parce que ça ne va pas être possible. Et en même temps, on a une situation qui s'aggrave. Bon, je pense que le propos de Céline Brulin, qui est une fille très bien, franchement, c'est un peu dogmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'État qui va fixer des obligations, visite de 6 ans, 12 ans, comme c'est. On estime combien ça coûte, voilà, et l'État dit « Ok, voilà ce que je vous donne ». Après, aujourd'hui, il n'y a pas de médecins, peut-être, mais il y a des départements qui le font déjà, la ville de Strasbourg le fait. Notre collègue socialiste, Jomier de Paris, il a voté le texte, oui, parce que lui, il l'a expérimenté. Et moi, j'entends des départements volontaires. Alors, dans ce pays, est-ce qu'on peut permettre que des collectivités qui sont volontaires pour faire des choses peuvent le faire ou on interdit à tout le monde? Voilà. Et puis, dernier point, dans certains départements, il y a des médecins retraités qui ne seraient pas défavorables, vous voyez, à travailler 2 jours et à être dans ce cadre de la médecine scolaire. Donc, il faut qu'on ouvre un peu les chakras, puis il faut qu'on bouge, quoi, parce que... Alors, le gouvernement, il prévoit de bouger, justement, de revaloriser les salaires des médecins et des infirmières scolaires pour créer un choc d'attractivité. Est-ce que c'est pas finalement ça, la solution? Vous pouvez augmenter des gens qui n'existent pas, hein. C'est bien, mais si vous n'avez pas les... C'est bien, mais ça ne suffit pas, parce que si vous lisez tous les rapports, ils disent tous la même chose, c'est-à-dire l'infirmière et les personnels de santé, moi vraiment je les admire, parce que c'est pas facile pour eux. Vous êtes infirmière dans un collège, vous devez intervenir dans une école du département, c'est très loin, vous n'avez pas le temps, vous travaillez tout seul, vous n'avez pas le même dossier que le médecin. Enfin, on a aussi un problème d'organisation, c'est-à-dire on doit mettre l'enfant au centre, et l'enfant qui a été vu par la PMI à 5 ans, peut-être que c'est le même médecin ou la même infirmière qui peut le suivre, vous voyez. Donc, pour moi, ce n'est pas qu'une question de moyens. Personne n'a dit, d'ailleurs, ça. Il nous faut des médecins, des infirmières, des psychologues, mais je pense que c'est une question de l'organisation. La France, en 1945, elle a fait une politique merveilleuse. Mais là, on n'arrête pas de rajouter des choses à médecine scolaire et on n'y arrive pas. Donc, il faut reprendre l'affaire. Peut-être une dernière question, justement, quelle est la suite de cette proposition? Parce qu'on a vu, le gouvernement était défavorable. Est-ce que vous espérez qu'il s'inscrive dans l'agenda? Pas défavorable, je ne dirais pas comme ça. Madame Belloubet a fait le travail. Je pense que, sincèrement, vous voyez bien que dans tous les bancs, à part ceux qui disent les départements, mais on ne les oblige pas. Voilà. Oui, c'est des départements volontaires. Eh bien, voilà. Et il y en a 19, OK? Que tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les personnes, ça ne marche pas bien. Parce qu'on ne fait pas le travail, alors que vraiment, ce sont les enfants les plus fragiles qui ont besoin de médecine scolaire. Bon, donc moi, je pense qu'on va reparler de tout ça. Nous, on en a déjà parlé en 2022. On est assez obstinés quand on pense que le sujet, il est pertinent. Donc moi, j'espère qu'Éric Woerth, il sait qu'on a cette PPL.
Et donc je pense qu'il faut qu'on y aille. Et en tout cas, en plus, vous voyez, c'est le gouvernement qui a une idée très intelligente il y a quelques années de dire il faut permettre d'expérimenter au lieu de faire des lois une bonne fois pour toutes, puis après on se rend compte que ça ne marche pas. On expérimente, on évalue. Nous, on a trouvé que c'était une idée géniale. Donc on lui propose de la mettre en œuvre. Merci Audrey, à tout à l'heure. Ouais, on va parler du pacte vert avec un reportage à Dunkerque. Voilà, ce sera votre casquette de spécialiste de l'Union européenne. On vous retrouve tout à l'heure Audrey. On va chez vous, on va en Bretagne. Volontiers. On retrouve Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TVRN. Stéphane, vous allez nous parler dans quelques instants de la Bretagne qui veut s'inspirer de la Corse. Et du coup, d'abord une question, Françoise Gatel, puisque vous présidez la délégation sénatoriale à la décentralisation. Est-ce que vous allez soutenir le processus d'autonomie qui est engagé entre Gérald Darmanin et les élus corses? Moi, je ne peux pas répondre à cette question comme ça, parce que nous, on n'a pas d'éléments sur le sujet. Et que je pense, et ça fait le lien avec la Bretagne, nous, au Sénat, on pense depuis fort longtemps qu'on ne peut pas donner le même uniforme, c'est le cas de le dire, à toutes les régions et toutes les collectivités. Et il y a ce qu'on appelle la différenciation à faire, qui existe déjà dans la loi. Vous avez des lois pour les communes du littoral, la montagne, les petites, les grandes communes. Et que moi, je pense que dans notre pays, on fait des lois qui obligent tout le monde à faire la même chose ou qui interdisent. Et que moi, ce à quoi je crois au Sénat, c'est ce qu'on fait, sont des lois des possibles. C'est-à-dire la loi, elle donne un cadre dans lequel une collectivité comme la région peut adapter ses réponses. On a vu avec le dispositif d'investissement locatif Pinel, l'État dit, voilà, vous avez une enveloppe de temps, vous la gérez de manière responsable. Il faut faire de la différenciation. Le sujet, il est d'abord là. Alors, on va écouter Stéphane, justement, puisque quand l'accord a été signé entre Gérald Darmanin et les élus corses, ça a donné des idées au président de la région Bretagne. Alors c'est vrai que le fameux mot autonomie fait toujours réagir. Ce mot avait été vraiment employé. C'était en septembre dernier déjà à Saint-Malo à l'occasion du congrès des régions de France. Mais cette question, elle est pas nouvelle. L'Assemblée bretonne l'avait voté au sein de l'hémicycle du Conseil régional. Il y avait eu un vœu le 8 avril 2022. Tous les élus avaient voté pour, excepté le Rassemblement national. Alors le président de la région Bretagne, Loïc Girard, lui, il dit vraiment de go, on veut une république indivisible, décentralisée et puissante. Et ce que propose le président de région, ce n'est pas une contre-proposition à la Corse. Vous l'avez dit, la Corse a de fortes spécificités. C'est une histoire, c'est une insularité que la Bretagne n'a pas. Alors, la proposition bretonne, elle est simple. Il n'y a pas que simplement la Bretagne dans le souhait de Loïc Girard. C'est aussi une proposition universelle et républicaine pour donner plus de pouvoir aux élus. Vous avez parlé de décentralisation tout à l'heure, Françoise Gatel en a parlé. C'est un petit peu ça que l'on souhaite. Le président Girard, lui, souhaite passer bien évidemment par la réécriture de l'article 73 de la Constitution. Et sa ligne politique est la suivante. Je vais vous la donner. Je le cite. « Notre pays crève par son centralisme. Il n'y a pas que le RN que la France n'a pas essayé. Il y a la République des territoires. » Derrière tout ça, c'est quoi? C'est ce véritable acte 2 de décentralisation que la Bretagne souhaite de tous ses voeux. D'ailleurs, et ce sera ma question, sénatrice Françoise Gatel, le CELIB, ce fameux comité d'études et de liaison des intérêts bretons, porté notamment par René Pleven dans les années 50, avait peut-être préfiguré ces fameuses lois de décentralisation de 82. Est-ce que la Bretagne ou d'autres régions n'ont pas à apporter à l'État vraiment une nouvelle façon de faire pour impliquer davantage et permettre au territoire d'agir? Vous avez parlé de la Covid, on a vu que c'était les maires, les présidents de département, les présidents de région qui étaient à la manœuvre pour se battre, pour trouver et des masques et du gel. Bonjour Stéphane, moi j'adhère. D'abord, le président de la région Bretagne, il avait des idées avant que l'on parle d'un statut de l'accord. Et Stéphane Beignet a tout dit, c'est-à-dire la Bretagne, elle ne demande pas son indépendance, son autonomie. Il y a une république une et indivisible, ça nous l'affirmons clairement, à l'intérieur de laquelle on s'adapte. Mais pourquoi on s'adapte? C'est pas pour avoir l'air particulier, pas comme les autres. C'est parce que pour servir les habitants, et on a vu l'exemple tout à l'heure avec la médecine scolaire,
c'est pour servir les gens, il faut s'adapter. J'étais la semaine dernière à l'Assemblée Générale des îles du Ponant à Ouessant. Quand vous êtes à Ouessant, vous ne réglez pas vos problèmes comme vous les réglez en métropole. Vous avez un collège qui sert plusieurs îles, vous inventez des choses. Donc, moi, je pense que si l'État se détend, on arrête de centraliser et de dire aux gens, voilà, vous allez faire ça. En plus, on sait que ça ne marche pas et parfois, ça coûte très cher. Donc, l'État dit, voilà, moi, à l'intérieur de cette marge de manœuvre, vous gérez, vous proposez. Donc, moi, je crois beaucoup à ce que dit le président Loïc Chenet. C'est assez en phase avec ce qu'on propose au Sénat. Il y aura un gros débat en Bretagne dans le think tank de Jean-Yves Le Drian le 4 avril sur la différenciation et la décentralisation. Et puis il faut que l'État aussi, on ne soit pas obligé d'en référer à l'administration centrale à chaque fois. Il faut que l'État dans les territoires soit plus proche. Ça marche beaucoup mieux. On a des préfets qui sont plutôt des gens remarquables. Voilà, l'État s'occupe de ce qu'il regarde, si je puis dire. Il le fait bien. Il travaille en intelligence et en synergie avec l'État. Et ça ira beaucoup mieux. Et je ne suis pas sûre qu'on ne gagnera pas d'argent. Merci à la Bretagne, merci aux deux Bretons. Stéphane Besnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Françoise Gatel, merci également, merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes dans le Club des Territoires, notre club spécial élection européenne débat sur le pacte vert entre deux députés européens.